Bonjour à tous, ici j'ai un magnifique petit Krabi et c'est de lui et de toute la collection fossile dont on va parler aujourd'hui. Cette série de vidéos vise à explorer l'histoire cachée derrière chaque série de cartes Pokémon afin de mieux comprendre ce qui détermine leur valeur. Nous découvrirons les cartes les plus rares, les plus recherchées, ainsi que celles qui ont une valeur intéressante sur le marché. La série suit un fil chronologique ainsi, je vous conseille donc de regarder les deux vidéos précédentes pour mieux comprendre l'histoire de celle-ci. Bienvenue dans Histoire de série, aujourd'hui nous partons à la découverte des vestiges de la troisième extension des cartes Pokémon, à savoir l'extension Fossile. Pokémon Fossile, ou de son vrai nom Mystery of the Fossil, sort en 1999, toujours au Japon, et en octobre 1999 aux États-Unis. Cette série de cartes clôture le trio fondateur du bloc Wizard, ajoutant les derniers Pokémon du Pokédex. Enfin, presque tous, puisqu'un petit timide est encore absent de toutes les séries qu'on a vues jusqu'à présent. On est de retour sur le fameux document Excel que vous connaissez, et avant de le faire défiler, je vous invite à deviner quel est le Pokémon qui n'est encore pas présent dans une seule de ces trois extensions de cartes. Donc là, on peut commencer, comme on le remarque, on a à peu près le même schéma de pensée que sur les deux extensions précédentes. Tous les Pokémon qui sont absents vont être remplis dans la série fossile. Là, ici, donc les Pokémon du début, Bulbizarre, Répizarre, Florizarre, Papillusion et compagnie, eux sont tous absents. Et là, directement, on arrive à Abo et Arbok qui, eux, sont présents. À noter que cette fois-ci, Pikachu n'est pas présent dans l'extension. On a Raichu qui, lui, du coup, est présent également deux fois. Cette fois-ci, on en retrouvera un dans la version fossile. Raichu qui, du coup, sera présent deux fois en holographique. On a Sablero qui fait son apparition, qui n'était pas là jusqu'à présent. Ici, ils sont déjà là, donc on peut les passer. On a Nosferapti et Nosferapto, comme on l'avait anticipé dans la vidéo précédente, qui sont présents également. Psychoquack et Aquaquack aussi, voilà, toujours de type eau. On continue, là on a Tentacool, Tentacruel, Racaillou, Gravalanche, Grolem. On s'attendait aussi cela à les voir dans la série fossile, tout ce qui est Pokémon Sol, Roche et compagnie. Ça me semblait logique qu'ils soient présents également. On a Ramolos et Flagados également, qui du coup sont présents deux fois. On va avoir Magnéton, pareil, qui lui est présent deux fois, également deux fois en holographique. C'est le deuxième Pokémon qui a deux modèles holographiques dans les extensions de cartes. Ensuite, on continue Tadmorph, Gros Tadmorph, Coquillasse, Crustabri, Phantomilus et Spectrum qui sont rajoutés cette fois-ci avec Ectoplasma. Spectrum qui dispose du coup d'une carte également holographique ainsi qu'Ectoplasma. Ensuite, si on continue, on a Hypnomade, Krabi, Krabos et compagnie qui eux sont présents aussi. Electrode n'est pas là. Pour le moment, il n'y a aucun Pokémon qui a été présent dans les trois extensions de cartes. Ensuite, on peut continuer. Donc, on avait Taignon au tout début. Donc là, cette fois-ci, on a l'homologue, donc Kikli. On va avoir Smogogo qui n'était pas présent jusqu'à présent et qui est là. On aura Hippotrampe et Hippocéan également. On va avoir Magmar qui lui sera présent également deux fois. Loclas et Métamorphe qui font leur apparition. Ensuite, on va avoir tous les Pokémon fossiles. Logique, le nom de l'extension c'est fossile, donc forcément les Pokémon fossilisés sont tous présents. Donc Amonita, Amonistar, Kabuto, Kabutops, Ptera. Et on va avoir les trois oiseaux légendaires. Elector étant le seul des trois oiseaux légendaires à avoir deux modèles de cartes, deux modèles holographiques. Pour finir, on va avoir Dracolos, vous verrez que lui aussi va avoir une place importante dans l'extension. Et le Pokémon absent, et ben c'est Mew. Mew qui pour le moment n'a pas été présent ni dans cette de base, ni dans Jungle, ni dans Fossil. À voir ce qu'il compte faire avec ce Pokémon là. On a donc 150 des 151 Pokémon du Pokédex qui sont présents sous carte. Tout comme son prédécesseur, Fossil va regrouper les Pokémon sous une thématique bien définie. Le nom parle de lui-même, on va retrouver une ambiance aquatique sur l'érosion des sols. On retrouvera donc des Pokémon aux figures et au design un peu plus anciens, comme des Pokémon légendaires ou des Pokémon disparus, comme Kabutops, Ptera ou Amonistar, ou encore le fameux Dracolos dont on parlait précédemment. Cette extension respire donc le goût de l'aventure, de l'exploration des grottes et de la découverte des origines du monde Pokémon. En parallèle des cartes et de l'animé Pokémon qui continue sa quête du monde, un deuxième géant de l'industrie apporte une nouvelle pierre à l'édifice. Il s'agit de Tomy, un gérant japonais de jouets. En effet, en complément de l'édition des jeux de cartes par Media Factory, Tomy distribuait des figurines Pokémon dans tout le Japon. Cela montre à quel point le jeu de cartes à collectionner et le jouet étaient pensés ensemble dans une logique de franchise totale. Cette synergie devenait donc la base du business Pokémon, à savoir des cartes, des jeux vidéo, des jouets, ainsi que l'anime Pokémon qui est diffusé partout sur les téléviseurs. En résumé, Fossil est la dernière série du TCG préhistorique avant que le jeu de cartes Pokémon ne devienne un énorme mastodonte international. Et là, j'imagine que vous vous attendez certainement à ce que je vous présente un quelconque bug amusant comme le Shadowless ou le No Symbol que l'on a déjà évoqué. Eh bien, au risque de vous décevoir, il n'y a aucune erreur d'impression notable ou particulière sur cette série, à croire que les Anglais ont compris la leçon. C'est également l'occasion de voir comment vont se comporter les prix d'une série de cartes lorsque ces dernières commencent tous sur le même pied d'égalité. Ainsi, on retrouvera donc uniquement les cartes avec le logo édition 1 et les cartes en impression illimitée que vous connaissez déjà. En revanche, si vous voulez un petit bug d'impression amusant, voilà,
Sachez qu'Elector a été mal orthographié, ils ont oublié le H, le nom Elector apparaît sans le H. Voilà, bon, jugez pas, hein, j'ai fait ce que je peux, quand il n'y a rien de spécial à dire, bah rien de spécial à dire, donc on fait avec ce qu'on trouve. Du point de vue du contenu des cartes, Fossil reprend à peu près la même recette que Jungle puisqu'elle vise à compléter le Pokédex et rajouter tous les Pokémon manquants. Les codes établis par les deux prédécesseurs sont donc toujours respectés. Dans Fossil, on va retrouver 62 cartes, ce qui en fait l'une des plus petites extensions de cartes du bloc Wizard. Les 15 premières cartes n'échappent pas à la règle, ce sont les 15 cartes holographiques de la série, donc les plus rares et bien évidemment les plus chères. Dans les précédentes séries, il y en avait 16, là il y en a 15, donc il y en a une de moins. Voilà, encore une fois, c'est un petit détail rigolo, mais ça ne change pas grand chose. A noter que Magnéton, Raichu et Elector sont les 3 premiers Pokémon à l'heure actuelle qui apparaissent en carte holographique sur 2 extensions différentes. Ça sera sûrement intéressant de comparer les prix et les designs de ces derniers entre set de base et fossiles. Les 15 cartes qui suivent sont donc les 15 cartes rares. On va retrouver la même arnaque que dans Jungle, à savoir les cartes rares sont exactement les mêmes dessins des Pokémon, mais sans les effets brillants. Viennent ensuite les 15 cartes peu communes de l'extension. J'ai été assez surpris de voir qu'Amonistar n'était qu'une peu commune, alors que son homologue Kabutops, aussi un Pokémon fossile, mis au même plan dans les jeux, est une carte rare holographique. Ensuite, on va retrouver les 12 cartes Pokémon communes de la série fossile, qui sont pour tous des Pokémon qui évoluent et qui sont donc au premier stade d'évolution. Mais le Pokédex de cartes ne va pas s'arrêter là. Contrairement à Jungle, qui n'a presque aucune carte dresseur, Fossil va contenir 5 cartes dresseurs. Une carte peu commune, et 4 cartes communes. A noter que la dernière carte est la toute première carte dresseur existante qui possède des points de vie. C'est la première fois que ça arrive, et c'est une carte qui propose une mécanique de gameplay nouvelle pour le jeu de cartes, c'est-à-dire qu'elle permet d'invoquer un Pokémon qui en temps normal ne pourrait pas être placé sur le jeu normalement. Ces Pokémon, vous les avez donc compris, ce sont les 2 Pokémon fossiles, à savoir Amonita et Kabuto. Ces Pokémon-là ne sont pas jouables sans passer par cette carte-ci. Cette mécanique peut paraître un petit peu bête, mais c'est une mécanique de carte qui sera reprise plus tard dans toutes les autres séries de cartes. À chaque fois qu'un Pokémon fossile fera son apparition, il faudra donc la carte dresseur fossile pour pouvoir invoquer le Pokémon. Par cette petite mécanique de gameplay, le set fossile et son nom sont donc clairement identifiables. Au niveau des cartes et du design, les arrière-plans sont aussi travaillés. Ils sont bien plus rocheux, sableux, ils rappellent la mer ou le sol. Comme on peut s'en douter, le type plante est presque complètement absent. Eh bah oui, il était présent quasiment intégralement dans Jungle, il fallait bien que dans Fossil, il soit un petit peu mis en dessous. J'ai compté pour le plaisir des stats, il y a seulement 8 cartes sur les 62 qui possèdent un type plante. Fossil est également le premier set à rassembler les 3 grands Pokémon légendaires existants jusqu'à présent, les 3 oiseaux, à savoir Articodin, Elector et Sulfura. Certaines cartes sont également très appréciées, puisqu'elles apportent cette dynamique antique à la collection. On pourra évoquer Ptera, qui fait bien évidemment écho au ptérodactyle. On pourra également parler de Dracolos, qui à l'époque était déjà bien apprécié des joueurs, puisqu'il rappelait le fameux dragon que l'on connaît tous, à savoir Dracofeu. Il y a également un petit passage dans l'animé où ce Pokémon-là apparaît de manière assez stylée, donc c'est certainement pour ça que le Pokémon est apprécié. Au niveau du design des cartes, on est toujours dans notre période vintage. Pas de disposition spéciale pour certaines cartes, pas de bordure aux couleurs particulières ou quoi que ce soit d'autre, non. On a juste le charme brut de la carte holographique avec la belle brillance telle qu'on la connaît. Et c'est bien évidemment ce qui fait le charme de ces anciennes collections de cartes Pokémon. Évidemment, on aime l'argent, donc on va commencer un peu à parler business. Vous connaissez la chanson, j'ai utilisé le lien PSA Auction Price qui sera en description pour estimer les cartes en PSA 10. Et pour tout ce qui est estimation de cartes brutes, j'utiliserai la section vente réussie de eBay qui selon moi est beaucoup plus précise. On va donc pouvoir commencer notre analyse de prix avec les cartes communes bien évidemment. Il y a généralement des cartes qui sont un petit peu plus cotées, mais là en l'occurrence, aucune carte ne se distingue vraiment du lot. Donc pour les 16 cartes communes, les prix seraient en moyenne entre 2 et 3 euros pour des prix RAW, donc sans la mention édition 1, et entre 5 et 10 euros pour la mention édition 1. Pour des cartes en PSA 10, j'ai trouvé certaines cartes aux alentours de 100 euros. Pour les cartes peu communes, c'est à peu près la même chose, il n'y a pas vraiment de cartes qui se distinguent. Ce sont des Pokémon qui restaient à placer, donc bien évidemment, aucun ne se démarque vraiment. J'aurais pu mettre un petit pari sur Arbok et Slowgo, puisque c'est les Pokémon de la Team Rocket, mais bon, visiblement, ils n'ont pas vraiment de cachet particulier. Donc pour ces cartes peu communes, même chose, les prix RAW seraient aux alentours de 1 à 6 euros. Et pour les versions édition 1, on serait entre 10 euros et 20 euros. Comme c'est des cartes peu communes, c'est normal que ça coûte un petit peu plus cher. Et pour finir, j'ai trouvé quelques cartes PSA 10 dans mes recherches qui seraient aux alentours de 250 euros. On va rentrer dans le dur avec les cartes holographiques. Donc j'ai opéré exactement le même processus que pour Jungle. Vous avez en vert la version rare et vous avez en blanc la version rare holographique. Gros tas de morts est la carte la moins chère de l'extension fossile pour le moment. À savoir la version rare, donc 28 sur 62, serait vendue aux alentours
alentours de 10 à 15 euros. En édition 1, on serait sur du 15 à 40 euros. Et pour la version rare holographique, on serait entre 20 et 35 euros. Pour de l'édition 1, on serait aux alentours de 100 euros. Et pour de la version anglaise holographique PSA 10 en première édition, on serait aux alentours de 700 $. Ensuite, on va retrouver Magnéton, donc la carte 11 sur 62. La version rare 26 serait entre 15 euros et 35 euros. La version rare 26 en édition 1 serait aux alentours de 25 à 50 euros. La version rare holographique serait à peu près aux alentours de 90 euros. Pour l'édition 1, on taperait entre 85 et 120 euros. Et pour la version anglaise PSA 10, on serait aux alentours de 870 $. À l'écran, je propose un petit comparatif au niveau du Magnéton de la première édition et du Magnéton de l'édition numéro 3. Ici, vous avez donc les deux cartes prix qui sont à côté l'une de l'autre, et on peut remarquer quand même que les prix sont relativement proches. Pour la version RAW, donc le Magnéton première édition côté set de base serait plus aux alentours de 40 à 70 euros, là où le nôtre serait un petit peu plus cher à 90 euros. Après pour l'édition 1, c'est grosso modo la même chose, on voit bien que c'est 85 à 100 euros, et à côté c'est 85 120 euros, bien évidemment des fois il y a des petites modifications, ce n'est pas vraiment une science exacte, la spéculation non plus. Et par contre au niveau du PSA, comme vous pouvez le remarquer, donc le côté holographique première édition à gauche, donc set de base, serait aux alentours de 5 700 $, là où à côté, le Magnéton donc de notre édition fossile serait plutôt aux alentours de 870 $. Après Magnéton, on va retrouver Kikli. Ici, la version 22 sur 62 serait aux alentours de 10 à 30 euros. La version édition 1 aux alentours de 30 à 70 euros. Pour la version rare holographique, on viendrait taper entre 100 et 200 euros. Et pour l'édition 1, j'ai trouvé du 200 euros, mais cette fois-ci listé, parce qu'il faut savoir que dans Fossil, il y a très peu de cartes françaises qui sont présentes sur le marché. Donc c'est ce qui fait que des fois, certains prix sont compliqués à trouver. Il y a très peu d'informations qui circulent par rapport à ça. Et pour la version anglaise PSA 10, on viendrait toucher les 950 $. Après Kikli va venir Hypnomad. Hypnomad, la version 23 sur 62 serait aux alentours de 10 euros à 20 euros. La version rare édition 1 serait aux alentours de 30 à 50 euros. La version holographique RAW entre 30 et 60 euros. La version holographique édition 1 entre 60 et 100 euros. Et la version anglaise PSA 10 aux alentours de 1200 $. Ensuite, on va retrouver Métamorph. Il faut savoir un petit truc avec Métamorph, c'est que sous cette disposition-là, c'est, je crois, l'une des seules cartes avant un certain temps. Dans les cartes qui vont suivre, vous avez remarqué, Métamorph apparaît sous l'apparence d'un autre Pokémon. Il va conserver le même sourire et le même regard, mais il va se faire passer pour un Pokémon différent. Donc là, on a vraiment la version brute du Pokémon tel qu'il est à l'initié. En l'occurrence ici, la version rare, donc 18 sur 62, serait aux alentours de 10 à 30 euros. La version rare édition 1 aux alentours de 20 à 40 euros. Et pour la version holographique, on serait entre 60 et 80 euros listés. J'ai pas réussi à trouver de vente réussie. Et pour la version édition 1, on serait entre 100 et 120 euros. Pour finir, pour la version anglaise en PSA 10, on viendrait toucher les 1300 $. Pour le deuxième modèle d'Elector, comme vous l'avez remarqué avec la magnifique faute d'orthographe et le H manquant, la numéro 30 sur 62 serait aux alentours de 15 à 35 euros. Et la même chose pour de l'édition 1 serait cette fois-ci aux alentours de 30 à 65 euros. La version RAW holographique entre 60 et 80 euros. Et la version RAW holographique édition 1 aux alentours de 110 euros. La version anglaise en PSA 10, quant à elle, serait aux alentours de 1550 $. On peut également comparer les prix des deux Hector, à savoir set de base et fossile aussi, et on peut voir quand même qu'il y a des petites différences au niveau des prix. Pour la version RAW, c'est à peu près la même chose, les plages sont à peu près les mêmes. Pour la version édition 1, il y a déjà une première différence, le Hector set de base se trouve des fois un tout petit peu plus cher. Et pour finir, au niveau de la version édition 1 PSA 10 en anglais, on a quand même une grosse variante de prix, puisqu'on est à 6500 $ côté Hector set de base, tandis qu'on est à 1550 $ côté Hector fossile. On va retrouver ensuite Raichu, la numéro 29 sur 62 serait aux alentours de 10 euros à peu près. Pour de l'édition 1, on serait entre 40 et 60 euros. La version RAW holographique à 35 euros listée. Encore une fois, même chose, j'ai pas réussi à trouver de transactions réussies pour du RAW sans la mention première édition. Et pour la version édition 1, cette fois-ci, on viendrait toucher 60 euros. La version anglaise première édition PSA 10, quant à elle, serait aux alentours de 1900 $. On peut donc comparer les prix des deux Raichu, le Raichu set de base à gauche et le Raichu fossile à droite. En l'occurrence ici, on peut remarquer que les prix sont quand même très différents. Le Raichu, côté set de base, serait plus aux alentours de 70 à 150 euros, là où le nôtre serait quand même bien moins cher. Ensuite, en édition 1, pareil, on est quand même beaucoup plus au-dessus. Et au niveau du PSA 10, on n'en parle même pas, puisque comme vous pouvez le remarquer, les prix ne sont pas du tout les mêmes. On est plus sur un Raichu à 7000 $ côté set de base et un Raichu à 1900 $ côté fossile. Ensuite, on va avoir Sulfura. Ici, la numéro 27 sur 62 serait aux alentours de 15 à 30 euros. Pour de l'édition 1, cette fois-ci, aux alentours de 30 à
60 euros. Depuis le début, comme on peut le remarquer, les prix sont à peu près avoisinants les uns les autres. Pour la version holographique, on viendrait toucher 80 euros en listé, et pour la version holographique avec la mention édition 1, on viendrait toucher 80 à 200 euros. Pour finir, la version anglaise première édition PSA 10 serait aux alentours de 1900 $. Ensuite, on va avoir Ptera. La version rare 16 sur 62 serait aux alentours de 8 à 10 euros, et pour la version édition 1, aux alentours de 50 à 60 euros. Pour la version RAW holographique, on serait entre 35 à 70 euros, et pour la version RAW édition 1, aux alentours de 80 à 105 euros. Pour finir, en anglais, PSA 10 première édition, on est à 2330 $. Spectrum ensuite, donc qui est une version semi-évoluée au milieu de l'évolution. Pour la numéro 21 sur 62, on serait aux alentours de 10 à 30 euros, et pour la version édition 1, aux alentours de 25 à 35 euros. La version holographique serait-elle aux alentours de 30 à 80 euros sans la mention édition 1, et avec la mention édition 1, on serait aux alentours de 70 à 110 $. Pour finir, la version anglaise holographique première édition PSA 10 viendrait taper 2550 $. Et ensuite, on va avoir Kabutops. Alors j'ai été, comme je vous l'ai dit, un peu surpris de voir qu'Amon n'était pas présent dans la collection des cartes holographiques, mais bon, c'est comme ça, peut-être qu'elle apparaîtra plus tard. En l'occurrence ici, Kabutops, donc la numéro 24 sur 62, serait aux alentours de 20 à 30 euros sans la mention édition 1, et pour une carte avec la mention édition 1, on serait aux alentours de 20 à 45 euros. La version RAW holographique, quant à elle, serait aux alentours de 35 euros, et pour de l'édition 1, on serait aux alentours de 85 euros. Pour la version anglaise holographique PSA 10 première édition, on serait aux alentours de 2555 $. Va venir ensuite Articodin. La numéro 17 serait aux alentours de 20 à 50 euros. Pour de l'édition 1, on serait aux alentours de 30 à 60 euros. La version RAW sans la mention première édition, holographique cette fois-ci, serait aux alentours de 60 à 70 euros. Et pour de l'édition 1, ça serait plutôt entre 90 et 120 euros. Pour finir, la version anglaise que vous connaissez, PSA 10 première édition, etc., serait aux alentours de 3900 $. Ça commence déjà à chiffrer un peu plus que Jungle. On a ensuite Loclas. Alors Loclas, je suis pas forcément surpris de le voir ici. Il faut savoir que ce Pokémon a quand même une image de marque assez particulière. C'est un Pokémon qui permettait de faire de la traversée des fleuves, et même dans l'animé, on le voit apparaître à quelques reprises. Ici, la numéro 25-62 serait vendue aux alentours de 20 euros à 30 euros. Pour l'édition 1, aux alentours de 30 à 40 euros. Pour la version RAW holographique, aux alentours de 15 à 30 euros. Et pour la version RAW en édition 1, aux alentours de 40 à 80 euros. La version anglaise, quant à elle, dépasse les 6000 $, puisqu'on est déjà à 6100 $. Deuxième position, avant le grand reveal de la carte la plus chère de l'extension, c'est Ectoplasma. Ectoplasma serait vendu aux alentours de 30 à 40 euros pour la numéro 20 sur 62, sans la mention édition 1. Avec la mention édition 1, on serait aux alentours de 65 à 80 euros. Pour la version cette fois-ci holographique sans la mention édition 1, on serait aux alentours de 60 à 75 euros. Et pour la version édition 1 pour la version édition 1 en holographique, on serait aux alentours de 100 euros à 200 euros. La version anglaise, quant à elle, atteint les 6450 $. Et notre grand vainqueur de la collection, c'est Dracolos. Dracolos ici, donc la numéro 19 sur 62, serait vendu aux alentours de 20 à 60 euros sans la mention édition 1. Et avec la mention édition 1, on serait aux alentours de 50 à 90 euros. La version RAW holographique serait-elle aux alentours de 60 à 200 euros. Et la version RAW édition 1 serait aux alentours de 250 voire à 400 euros. Vous pouvez remarquer que la différence de prix sur cette carte-là par rapport aux autres est quand même assez forte. Pour finir, la version anglaise serait quant à elle aux alentours de 6950 $. Donc quasiment 7000 $ pour un petit bout de carton. Bien évidemment, on n'interrompt pas notre analyse de prix sans parler des displays et des boosters. En l'occurrence ici, le display fossile ressemble à ça, il est assez rigolo, je trouve qu'il y a vraiment ce petit côté excavation qu'on peut retrouver dans les petits jeux à l'époque où on pouvait gratter le sable. Ici, en l'occurrence, donc la première édition en anglaise serait aux alentours de 10 000 euros, et pour la version française, aux alentours de 15 000 à 20 000 euros. Donc première édition, on parle bien donc de la version avec la petite mention édition 1 dessus. Pour les versions limitées, donc en anglais, on serait aux alentours de 7 000 euros, et pour la version française, aux alentours de 10 000 euros. Voici à quoi ressemblent les boosters, il y a encore 3 Pokémon différents. Comme vous pouvez le remarquer, les prix sont déjà un peu plus abordables. La première édition en anglais serait aux alentours de 315 euros, et en français, quant à elle, aux alentours de 300 euros. Pour la version illimitée en anglais, on serait aux alentours de 230 euros, et pour la version illimitée en français, on serait aux alentours de 300 euros. À ce moment-là, il y a deux questions qui peuvent certainement germer dans votre esprit. Déjà, comment ça se fait qu'un booster édition 1 et un booster illimité aient le même prix? Eh bien, il faut savoir que dans le monde de la spéculation, quand il y a très peu d'actifs présents sur le marché, ou que les gens ne savent pas forcément ce qu'ils vendent, on se retrouve à avoir des situations où des objets qui auraient des prix différents se retrouvent à avoir le même prix. Comme il y en a tellement peu, les gens n'ont pas du tout la moindre idée de comment les estimer, et c'est ce qui fait qu'on arrive à des boosters qui ont ce prix-là. Autre petit détail, si vous l'avez bien remarqué, que vous avez bien regardé les précédentes vidéos, il y a une petite particularité avec les displays et les boosters de cette extension. En effet, les versions françaises sont plus chères. Cela se justifie ainsi par la rareté forte de ces objets dans leur langue française. Elles sont rarissimes sur le marché international, et quand elles apparaissent,
elles peuvent atteindre des prix bien supérieurs à l'équivalent anglais. C'est pourquoi, pour les objets dont on a parlé, les fourchettes de prix peuvent parfois être assez grandes. Les ventes vont donc dépendre de plusieurs facteurs. La visibilité, c'est-à-dire vente aux enchères ou le listing instantané des objets sur les sites. Les conditions exactes, si elles sont scellées ou si elles sont ouvertes ou si elles sont protégées par une protection acrylique. La provenance ensuite, est-ce que ça vient de la France, est-ce que ça vient de l'Angleterre? Et pour finir, les souhaits du marché à l'instant T. Parce que bien évidemment, c'est bien beau d'avoir un objet qui vaut cher, mais si personne n'en veut, c'est quand ton objet ne valait rien. Ainsi donc, la série Fossil, c'est un petit peu la fin d'une ère, celle du tout début du jeu de cartes à collectionner Pokémon, quand chaque carte respirait encore la simplicité du jeu d'origine et l'héritage du dessin à la main. Avec Fossil, Wizard of the Coast clôt une trilogie mythique, set de base, Jungle et Fossil, qui sont donc à eux trois les piliers du TCG Pokémon. Mais la suite arrive très vite, Wizard of the Coast n'allait bien évidemment pas s'arrêter là, et décide de faire un truc un petit peu fou, tout recommencer à zéro. À peine quelques mois plus tard, Pokémon va connaître une réédition complètement inattendue, set de base numéro 2. C'est une espèce de compilation audacieuse qui va mélanger certaines cartes de nos 3 extensions en une toute nouvelle qui va raviver la nostalgie des premières cartes tout en préparant le terrain pour un changement de génération. Et vous, quelle est la carte qui vous fait le plus rêver? Quelle est votre extension préférée? Partagez-moi vos avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les suivantes et pour découvrir la suite de l'histoire de nos fameuses cartes à collectionner Pokémon.